Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Bon, alors, Oli, maintenant vous connaissez, des boissons qui arrivent en poudre, mélangées avec de l'eau, puis ça vous donne une boisson, voilà. Et donc, il y en a 3 types. Un qui est simplement hydratant, parce que c'est bon, voilà. Vous avez les Iced Tea, donc avec du thé, et vous avez les énergisantes, avec de la Newcaf, qui est de la caféine cristallisée. Ce qui vous donne un boost d'énergie, mais en évitant le crash post-caféine. Vous l'avez compris, je rush un petit peu sur ce dont on a déjà parlé, parce que y a du nouveau, en fait, chez Oli. Figurez-vous que Oli s'est lancé dans les milkshakes. Alors, pour l'instant, il y en a 3 saveurs. Vanille, banane et noisette. Le principe est rigoureusement le même, hein. Ça arrive en poudre, sauf qu'au lieu de le mélanger avec 500 ml d'eau, bah vous le mélangez avec 300 ml de lait. Et alors, juste qu'on soit clair, du lait de vache, mais aussi n'importe quel type de lait, y compris du lait de soja par exemple. Hein. Je veux dire, les alternatives au lait, ça marche pareil. En revanche, je déconseille de mélanger avec de l'eau. C'est pas fait pour, mais c'est pas bon. Un truc à savoir, cela dit, c'est que, bon, comme vous le comprenez, hein, Oli à la base, c'est pas des milkshakes. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va durer. Donc, pour l'instant, ils ont du stock. Donc, si vous avez envie de tester, commandez. J'ai à peu près aucun doute que si ça cartonne, bah, ils continueront. Mais voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes peut-être face à une édition limitée. Mais pas comme les figurines. Il faudra pas la garder dans sa boîte pendant 15 ans pour espérer la revendre après. C'est ça, je veux dire, c'est un truc alimentaire, hein, c'est périssable, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez bien évidemment, en suivant le lien qui est dans la description, commander un pack découverte, donc ça arrive avec des sachets individuels, comme ça. Mais bien sûr, dans l'idée, ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez un arôme que vous aimez, vous prenez le pot. Parce que dans le pot, il y a de quoi faire l'équivalent de 50 canettes. Donc c'est 50 canettes que vous ne jetez pas à la poubelle, c'est éco-responsable. Puis vous avez la dose, quoi, vous avez de quoi faire. En utilisant le code YPENSER5, vous avez 5 € de remise sur votre commande. Et en utilisant le code YPENSER, vous avez 10% sur votre commande. Vous prenez celui qui vous intéresse. Hein. Donc, encore une fois, merci à Oli de me faire confiance. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut! Avant de commencer, faut que je vous dise un truc. Histoire d'être totalement transparent. Le sujet de cet épisode m'a été inspiré par un épisode de la série West Wing que certains d'entre vous ont peut-être connu en France sous le nom À la Maison Blanche. Et figurez-vous que c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. West Wing, c'est la 2e série à avoir été créée par Aaron Sorkin, dont la première série télé, Sports Night, contient dans sa 2e saison un épisode dans lequel il est fait mention de Cliff Gardner. The guy I really liked though was his brother-in-law, Cliff Gardner. Vous vous rappelez? Le beau-frère qui soufflait du verre. Lien dans la description. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que j'aime beaucoup, un sujet que je trouve super intéressant. Aujourd'hui, on va parler des cartes et de pourquoi elles nous mentent. Ceci est notre monde. Enfin, une carte de notre monde. Une carte qu'on appelle classiquement un planisphère. En plus, le nom, je trouve, il est super bien trouvé. Parce que le but, c'est de mettre à plat, donc sur un plan, ce qui se trouve sur une sphère. Un planisphère. Parce que oui, la Terre est une sphère. Voilà. Donc si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu sais que la Terre est plate, et tu sais que je suis matrixé, félicitations à toi. Tu peux quitter cette vidéo, merci, salut. Tu vas pas nous manquer. Vraiment pas. Voilà, et je dis ça sans animosité, vraiment, c'est juste, j'ai plus le temps ni l'énergie pour ça. Voilà. Il y a suffisamment de sujets difficiles sur lesquels débattre pour pas perdre de temps avec un tel niveau d'abrutissement. Voilà, je suis désolé hein, si ça choque, mais la Terre plate, j'en peux plus, vraiment. C'est le niveau 0 de la connerie. Un jour, ceci est une true story, hein. Un jour, je me suis retrouvé à débattre avec quelqu'un qui était persuadé que la Terre était plate et qui, dans le même temps, était convaincu des thèses de Grimaud sur les pyramides. Et je rappelle que les thèses de Grimaud partent tout de même du postulat que la Terre est une sphère. C'est pour dire que parfois on a affaire à des gogoles, c'est même pas la peine d'essayer de discuter. Je veux dire, faut leur dire oui et passer à autre chose. Oui, parce que très clairement, l'essentiel pour ces gens, c'est qu'on leur mente. Et ça tombe bien, figurez-vous, parce que justement, cette carte, elle nous ment carrément. Et alors un planisphère, qu'est-ce que c'est? Un planisphère, c'est prendre une sphère et la déplier
pour en faire idéalement un rectangle, mais à minima un truc plat. Et alors, autant on peut prendre un cylindre et le déplier pour faire un rectangle, autant avec une sphère, c'est juste pas possible en fait. Géométriquement, c'est pas possible sans devoir d'abord faire des compromis. Ici, ça veut dire des déformations. Voilà, on n'y coupera pas. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, c'est un truc qui a été démontré par un mathématicien qui s'appelle Karl Gauss. Et cette démonstration, c'est ce qu'on appelle le théorème remarquable. En latin, ça s'appelle Theorema egregium. Et tout de suite, ça claque beaucoup plus. Et alors, ce que dit ce théorème, alors bon, c'est pas le sujet de l'épisode, hein, ça fait intervenir des isométries et des histoires de courbures, mais en gros, la conséquence directe de ce machin, c'est qu'il est impossible géométriquement de projeter la surface d'une sphère sur un plan sans distorsion. Je vous mets un lien dans la description, hein, si jamais. Alors, évidemment, sur une courte distance, ces distorsions, elles sont négligeables. Hein. Je veux dire, si vous prenez votre GPS et que vous devez aller du point A au point B, qui sont séparés de quelques kilomètres, bah, la distance la plus courte, ce sera la ligne droite, oui. Même si, en vrai, à moins d'y aller à travers champs, vous devrez toujours quand même suivre les routes et les croisements et tout ça. Mais chaque tronçon que vous verrez sur la carte sera conforme à celui que vous ferez à pied. Là où ça commence à se voir, en revanche, c'est quand vous commencez à faire des grands trajets en avion. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui font des voyages type Paris-New York et qui s'étonnent de pourquoi est-ce que l'avion il fait des grands virages comme ça pour passer par le pôle Nord. Oui, ça n'a aucun sens. Je veux dire, voilà, on a fait comme ça, on a mis 6 heures, mais si on avait fait la ligne droite, qui sait, on aurait peut-être mis que 4 heures, sans compter que ça nous ferait économiser de temps sur le carburant, et que ce serait sans doute bon pour l'environnement. Ce serait éco-responsable. Bah oui, pourquoi est-ce que les compagnies aériennes s'évertuent à faire des grands détours? Ça n'a pas de sens, ça leur coûte de l'argent, c'est idiot. Ah bah ça, je vais te le dire, pourquoi? Déjà, plus de temps dans l'avion, c'est plus de temps pour acheter toutes les conneries qu'ils nous vendent dans l'avion. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est les chemtrails. Alors, cette courte scénette, déjà, sachez qu'elle n'est pas exagérée. On est pile poil dans le cas des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et ça, c'est pas grave, on a tous plein de sujets sur lesquels on ne connaît strictement rien, mais que ça n'empêche pas d'ouvrir leur grande gueule parce qu'ils pensent que leur bon sens suffit à comprendre. Alors juste pour que vous compreniez, voilà sur un planisphère à quoi ressemble un trajet Paris-New York. Et alors, effectivement, vu comme ça, on devrait être capable de faire plus court, par exemple, comme ça. Mais vu que la Terre est une sphère, regardons ce que donnent ces deux trajets, les mêmes, hein, exactement les mêmes, mais cette fois-ci sur une sphère. Bon vous le voyez là que le trajet en réalité il est direct. Et alors cette ligne droite sur une sphère, c'est ce qu'on appelle une géodésique. Et là vous allez me dire, mais Bruce, du coup, la ligne qui était droite sur le planisphère, ça donne quoi sur la sphère? Excellente question Isidore, merci de l'avoir posée. Voilà à quoi ressemble la ligne droite sur la sphère. Oui, le trajet est plus long. Voilà. Mais du coup, spontanément, il y a une question que vous devriez vous poser. Une carte du monde. C'est un objet technique, avec une échelle, avec des mesures, qui permet notamment de calculer des distances. Si je reprends mes deux trajets Paris-New York, celui qui est en ligne droite, si je mesure sa longueur, il est bien plus court que l'autre. Donc il affiche bien une distance plus courte que l'autre. Oui, mais en réalité il est plus long. Oui, mais du coup, est-ce que ça veut pas dire que une carte du monde, en fait, ça sert à rien? Je veux dire, si les trajets qu'on y trace sont incorrects, et si les mesures qu'on y prend sont incorrectes, à quoi ça sert? Et ça, c'est la bonne question, justement. Parlons-en de à quoi ça sert. Ce planisphère, dont vous avez l'habitude, est une version moderne du planisphère dit de Mercator, ou plus précisément de projection Mercator. Et on la doit à un géographe flamand du XVIe siècle qui s'appelait Mercator. Gérard Mercator. Et je jure que c'est vrai, il s'appelait Gérard. Précisément, il s'appelait Gérard de Crémer. C'est du Gérard Mercator, je sais pas pourquoi, mais il s'appelait Gérard. Et donc, le gars, il faisait, entre autres choses, des cartes et des globes, et c'est lui qui a proposé cette projection qu'on utilise encore aujourd'hui dans les planisphères qu'on utilise classiquement. Et le type de projection qu'il a proposé pour ce planisphère, c'est une projection qu'on appelle conforme. Et ça va être très important. Une projection conforme, c'est une projection qui respecte les angles. Donc, les distorsions, parce qu'il y aura toujours des distorsions. Les distorsions se font sur les surfaces et les distances, mais les angles sont respectés. Et les angles qui sont respectés, ça veut dire que les formes sont respectées. Pile le contraire de cet objectif-là.
voyez? Mais notamment, un truc qui est super important avec cette carte, c'est que puisque les angles sont respectés, ça veut dire que vous pouvez vous mettre absolument n'importe où sur la carte. Le nord sera toujours dans la même direction. Et vous savez pourquoi c'est crucial, ça? Mais parce qu'au XVIe siècle, les grandes distances, on les parcourt en bateau. Et que quand vous êtes au milieu de l'océan, en bateau, le seul moyen que vous avez pour vous aiguiller, c'est une boussole. Et les étoiles la nuit éventuellement, mais boussole. Ou un compas, hein. Pareil. Et une projection conforme type la projection de Mercator, c'est sans doute la projection la plus efficace pour le transport en bateau, pour la navigation. Raison pour laquelle la projection Mercator a été largement adoptée à l'époque. Alors, oui, plus on s'éloigne de l'équateur et on va vers les pôles, plus les distances, ça devient n'importe quoi. Mais pour la navigation commerciale ou militaire de l'époque, au XVIe siècle, contourner le Groenland par le nord, c'était pas spécialement la priorité. Et même passer par le sud de l'Afrique, finalement, on est suffisamment loin des pôles. Donc en réalité, ça va. Alors, bien sûr, la version de Mercator, celle de 1569, elle ressemble pas vraiment à notre version actuelle. Même si, en vrai, je suis désolé, mais c'est quand même pas mal. Je veux dire, on retrouve nos billes, on reconnaît le monde dans lequel on vit, je trouve. Bon, en vrai, le sud de l'Amérique latine, ça ressemble à rien. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir l'Australie sur la gauche de la carte, mais pour ce qui concerne les bords de l'Atlantique et le sud de l'Asie, bah c'est pas mal du tout, je trouve. Mais bien sûr, aujourd'hui, on ne dépend plus à ce point de la navigation maritime. Et surtout, on a une bien meilleure connaissance de notre planète, bien plus précise. Et donc, il n'est pas totalement déconnant de se demander si il n'y a pas peut-être une meilleure représentation du monde à plat dont on pourrait disposer aujourd'hui. Petite parenthèse, si vous ouvrez l'application de GPS sur votre téléphone et que vous dézoomez, ils se sont pas fait chier. Hein. C'est plus une version à plat. À un moment donné, ils basculent directement sur le mode sphère. Hein. Parce qu'ils savent. Mais pour pouvoir se poser cette question de savoir s'il n'y a pas une meilleure façon de faire, il faut déjà être conscient des problèmes que pose la projection Mercator. Alors du coup, posons la question. C'est quoi les problèmes que pose cette projection? Déjà, on l'a dit, mais la conservation des angles, bah, ça veut dire qu'on déforme les distances et les aires. Et que plus on va s'approcher des pôles, plus on va étirer les distances et les aires. Exemple, le Groenland. Si je prends le Groenland de la projection Mercator et que je le colle à côté de l'Afrique, on peut considérer que les deux ont des tailles plus ou moins similaires. L'Afrique est un peu plus grande, mais pas grand-chose. Et encore, sur le Mercator, on voit même pas le haut du Groenland. Mais bon, sur la carte, globalement, ils font la même taille, voilà. Et maintenant, voici leur superficie. Le Groenland, c'est un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés. Tandis que l'Afrique, c'est un peu plus de 30 millions de kilomètres carrés. 14 fois. En réalité, le Groenland est 14 fois plus petit que l'Afrique. Vous voyez l'Algérie? Eh ben, rien que l'Algérie est déjà plus grande que le Groenland. Pareil, si vous essayez de mesurer l'Europe, voilà, vous prenez du point le plus au nord de l'Europe jusqu'au point le plus au sud de l'Europe. Voilà, comme ça, ça nous fait un genre de distance. En gros, si vous partez du point le plus au nord, qui doit être en Norvège, jusqu'au point le plus au sud, qui doit être en Italie ou en Espagne, grosso modo, ça fait 4000 km. Sur le Mercator, si vous prenez cette distance et que vous la reportez en Afrique, alors vous couvrez pas tout à fait l'Afrique, mais pas loin. Alors qu'en réalité, l'Afrique, c'est 2 fois plus long du nord au sud que l'Europe. Voilà, c'est-à-dire, les exemples, on peut les multiplier à l'infini, quoi. Je veux dire, la taille de l'Europe et de l'Amérique du Nord sont largement exagérées. Je veux dire, l'Europe est à peine 10% plus grande que le désert du Sahara. Je passe également sur d'autres sujets qui sont posés par cette carte, parce que j'ai pas la compétence pour, que j'ai pas creusé le sujet pour, mais sachez que c'est des sujets qui existent. Comme par exemple la représentation nord-sud, avec le nord en haut et le sud en bas. Avec les pays riches en haut, au nord, et au sud en bas, les pays pauvres, avec des gens pas éduqués et qui vivent pieds nus dans la boue. Il y a tout un sujet sur le fait que la simple représentation du nord en haut et du sud en bas tend spontanément, instinctivement, à induire cette idée que ce qui est au nord, c'est mieux que ce qui est au sud. Pareil pour ce qui concerne la taille, hein, l'idée selon laquelle plus un pays va être grand, plus il apparaît comme puissant, comme imposant.
Si les tailles sont déformées par la carte, bon bah voilà. Mais sachant que déjà même de base, même si on respecte bien les surfaces et tout, la taille d'un pays, ça veut pas dire grand-chose. Je veux dire, la Côte d'Ivoire compte plus d'habitants que l'Australie. Je vous invite à mater la différence de taille. À la bonne échelle. Mais bon, je le répète, là on est dans un domaine vraiment que je maîtrise pas, et si ça se trouve, les dernières secondes, je viens de dire énormément de conneries. Donc on va pas se préoccuper de ça. Mais sachez qu'il y a des vrais sujets autour de ces questions. Mais donc on est d'accord, la projection Mercator, c'est pas une projection qui est nickel, mais d'un autre côté, on a vu que mathématiquement, il n'est pas possible d'avoir une projection nickel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Eh ben, puisqu'on n'est plus dans le besoin impérieux de représenter sur une carte en papier les voies navigables, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement tenu à une projection qui respecte les angles. Et donc, assez naturellement, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'il existe-t-il comme autre type de projection? On l'a vu, la projection conforme, c'est celle qui respecte les angles, mais qui déforme les distances et les surfaces. Ok ? Elle était bien pour la navigation maritime, mais elle n'est pas bien pour tout ce qui concerne la topographie et la géodésie. La géodésie, c'est la science qui étudie avec précision la forme de la Terre ainsi que son champ gravitationnel. Assez naturellement, un autre type de projection, ça va être un type de projection qui respecte les surfaces, un type de projection qu'on appelle équivalente ou équiaréale. C'est un type de projection qu'on trouve souvent dans les atlas, parce qu'elle a le bon goût de respecter les tailles. Ça permet de comparer les tailles des différents pays. Bon, et vous avez compris, si ce coup-ci on respecte les surfaces, ça veut dire que on ne respecte plus les angles. On ne conserve plus les angles. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus de ce type de projection-là, mais juste avant d'entrer dans ce sujet-là, voyons un peu quels sont les autres types de projections possibles. Et ben là, pareil, assez naturellement, j'ai envie de dire, on va essayer de trouver un type de projection qui conserve le plus possible les angles, mais qui conserve également le plus possible les surfaces et les distances, faire un genre de compromis, et ça s'appelle une projection de compromis. Ce qui n'a rien à voir ni avec les fiançailles de PH, ni avec celle de 12 parsec. En vrai, projection de compromis, c'est son nom pas technique. Son nom technique, c'est projection aphylactique. Et aphylactique, étymologiquement, ça veut dire sans surveillance. À noter toutefois qu'une projection aphylactique peut tout de même avoir une contrainte d'équidistance entre les méridiens. Auquel cas, on appellera cette projection équidistante. Ah, et un outil très pratique pour visualiser le niveau de déformation d'une projection, c'est l'indicatrice de Tissot. Alors, vite fait, Nicolas-Auguste Tissot, c'est un cartographe français du 19e siècle qui était également prof de maths au lycée Saint-Louis et examinateur pour l'école polytechnique. Donc c'était un bon. Et il a inventé un truc aussi brillant que complètement bidon, vous allez voir. Mais en vrai, c'est bien pour pouvoir apprécier les déformations justement d'une projection cartographique. Il s'agit de prendre une forme, alors, typiquement c'est un rond, un disque, hein, voilà. Et sur le globe, vous le positionnez à intervalles réguliers, d'est en ouest et de nord au sud. Voilà. Vous tapissez votre globe de rond. Et donc, vous avez tous les X kilomètres un disque. Ensuite, vous faites votre projection pour transformer votre sphère en planisphère, en conservant les disques. Et vous voyez de quelle façon sont déformés ou non les disques. Puisque vous savez qu'ils sont à intervalles réguliers, qu'ils font tous la même taille et tout. Là, ça vous saute à la gueule à quel point les choses sont pas respectées. Il y en a qui vont être étirés en hauteur, d'autres qui vont être étirés en largeur, il y en a qui vont être plus gros, d'autres qui vont être plus petits. Alors que, je le répète, hein, à la base, sur la sphère, ils sont tous identiques. Sinon, c'est con. Et donc, l'indicatrice de Tissot sur la projection Mercator, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez comment, à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur et qu'on se rapproche des pôles, les disques sont de plus en plus grands. Mais en même temps, vous constatez que ce sont toujours des disques. C'est une projection conforme, ce qui n'est pas le cas de la projection dont on va parler maintenant. La projection Peters, ou projection Gall-Peters, selon qu'on tienne compte des travaux de James Gall avant ceux de Arno Peters, est très clairement « je m'en branle, je vais pas me battre là-dessus ». La projection Peters, donc, est une projection dite équivalente. Elle respecte les superficies, pas les angles. Et ça, spoiler, quand vous allez la voir, cette projection, ça va vous faire bizarre.
Parce que ne pas conserver les angles, ça veut dire que ce que vous avez l'habitude de voir va être déformé. Et alors attention à ne pas commettre cette erreur instinctive qui consisterait à penser que la projection Peters que je vais vous montrer est meilleure que la Mercator. Elle n'est pas plus juste, elle est juste différente dans son approche. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Aucune des deux n'est juste. Notamment, on peut noter que sur cette projection Peters, il a été décidé que les parallèles 45 degrés nord et 45 degrés sud étaient les parallèles standards. Ce qui veut dire que l'Europe et les États-Unis font partie des zones les moins déformées. Comme par hasard. Alors, il n'y a strictement aucun hasard là-dedans, hein. Peters, c'est un cartographe allemand, donc européen. Voilà, juste pour en finir avec cette présentation de la projection Peters, gardez bien en tête que c'est pas l'alpha et l'oméga de la cartographie. Et la projection Peters, la voici. Alors, ça peut être un peu déroutant comme ça, quand on n'a pas l'habitude, mais normalement, vous devez quand même reconnaître les continents. Ils sont pas si déformés que ça. C'est-à-dire que globalement, on reconnaît bien notre planète là, mais je vous invite tout de suite à regarder sur cette projection, à comparer l'Afrique et le Groenland. Même si, c'est vrai, je reconnais, on voit pas bien le Groenland parce que là, il est tout écrasé. Tiens, et d'ailleurs, en parlant d'écrasé, l'indicatrice de Tissot, elle ressemble à quoi sur cette projection? Alors, comme je vous l'avais annoncé, hein, sur cette projection, là, les disques, ils sont complètement déformés. Hein, voilà. Mais vous pouvez noter que ils font tous la même surface. Projection équivalente égale respect des superficies au détriment des angles. Là où avec Mercator, on conservait les angles et pas les surfaces, eh ben là, c'est l'inverse. Bon, à partir de là, on peut commencer à s'amuser et, par exemple, arrêter de considérer que le nord est en haut et que le sud est en bas. On peut faire l'inverse. En vrai, vu que c'est complètement arbitraire, on pourrait même considérer que l'ouest est en haut et que l'est est en bas. Mais il y a tout de même une raison pour laquelle on conserve pour la verticalité de l'axe nord-sud. C'est parce que c'est l'axe de rotation de la Terre. Ça, c'est juste pour dire que, voilà, donc c'est arbitraire, ok, mais c'est pas non plus 100% arbitraire. Il y a un peu de... tout de même. Et alors, qu'on soit clair, il existe plein d'autres types de projections dont certaines ne ressemblent juste à rien. Elles ont sans doute un intérêt, mais pardon, ça ressemble à rien. Alors, je dis pas qu'elles n'ont pas d'intérêt mathématique ou scientifique. Mais c'est très clairement pas le type de carte que vous avez envie d'utiliser pour prévoir un trajet. Je dis ça comme ça. Par exemple, je vais vous demander de me dessiner un trajet Paris-New York sur une projection polyédrale de Waterman. J'attends. Ou sur la projection tétraédrale Authagraphe. Projection que, en plus de son nom, celle-là, je l'aime beaucoup. Vraiment. Alors pour le coup, cette carte, c'est une projection quasi équivalente. Donc c'est un compromis, donc hein, voilà. Dont le principe consiste à transformer la sphère d'origine en 96 triangles. Alors sur le principe, ça ressemble pas mal à de la modélisation 3D. Pour ceux qui ont fait de la modélisation 3D. Voilà. D'ailleurs, la carte, clairement, ça ressemble à ce qu'on appelle en modélisation 3D une UV map. Si jamais vous avez la ref. Et donc, transposer ces 96 triangles sur un tétraèdre, pour commencer, puis déplier le tout pour en faire un rectangle. Pour info, cette carte, elle date de 1999. Bon, je vais pas non plus faire le tour de toutes les projections, je vais vous mettre un lien dans la description si vous avez envie de vous amuser. Mais parce qu'il y a encore un truc que j'ai envie de vous montrer et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Soit les cartes qu'on voit, bah c'est des cartes locales, globalement centrées sur là où on est. C'est le cas par exemple de l'appli GPS sur votre téléphone. Vous l'ouvrez, vous êtes à un niveau globalement local, et puis au centre c'est vous. Soit on est sur une carte un peu plus globale, mais généralement avec le nord en haut. Typiquement les cartes qu'on voit depuis le début de cet épisode. Permettez-moi de vous montrer autre chose. Jusque dans les années 70, en Australie, on utilisait une carte du monde qui était centrée sur l'Australie, c'est assez logique, voilà, mais avec le pôle sud en haut, pour éviter que l'Australie se retrouve en bas sur la carte. Alors, nous, on appelle ça une carte inversée. Mais on est bien d'accord, elle n'est pas plus inversée que sa carte inversée. Et d'ailleurs, figurez-vous que la première carte du monde
montrait également le sud en haut. Oui. Elle a été conçue autour de 1154 par le cartographe Al-Idrissi et montre donc, comme j'ai dit, le sud en haut, et donc le nord en bas. Et puis son axe central est aligné avec la Kaaba à la Mecque. Alors, soyez indulgents, on est au XIIe siècle, bien sûr qu'il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas l'Australie, etc. Voilà. Mais bon, on reconnaît tout de même un paquet de trucs. Le golfe Persique, évidemment, l'Afrique du Nord, l'Europe. L'Italie, alors vite fait, on reconnaît un peu la forme de la botte, voilà. L'Espagne, on reconnaît un peu aussi en gros. Mais un truc marrant dont on se rend pas nécessairement compte, c'est le nombre de détails qu'il y a sur cette carte. Par exemple, voici un zoom que j'ai fait sans vous montrer d'où il vient sur la carte. Alors, précision, la version que je vous montre ici, c'est une copie de la version originale, mais avec les mentions qui sont écrites de façon latinisée. C'est une copie qui est faite en 1929. Mais c'est une copie. Alors, est-ce que vous voyez là Senmalou, Jinam, Limoges, Nanitas. Alors, donc, cette carte ressemble pas beaucoup à la réalité, mais oui, il s'agit bien de Saint-Malo, Dinan, Limoges et Nantes. Sur la première carte du monde. Saint-Malo se trouve sur la première carte du monde de l'histoire. Si ça méritait pas un quickie, franchement, je sais pas ce qui en mérite. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, surtout pensez à le liker, à le commenter, à le partager, le partager. Pensez bien à vous abonner, voire à vous réabonner. Vous connaissez les bails. Le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, le partager. Restez curieux. Et prenez le temps d'y penser. Si vous voulez.